Perché magistralement sur les hauteurs du parc de Bécon à Courbevoie, le pavillon des Indes rayonne de nouveau grâce à ses dômes dorés qui diffusent un halo lumineux visible depuis la capitale. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il a retrouvé aujourd'hui, après environ 2 années de travaux, sa splendeur d'antan. Voici l'histoire de sa renaissance. Paris, 1878, exposition universelle. C'est pour présenter ses collections que le prince de Galles, futur Édouard VII, a fait construire en Inde, alors colonie britannique, un magnifique pavillon en bois. Démonté à l'issue de l'exposition, les éléments sont dispersés entre divers acheteurs. Parmi eux, le prince Stirbet, aristocrate roumain qui en intègre une partie dans le parc de Bécon dont il est le propriétaire. Ce fragment est adossé vers 1880 à un bâtiment en briques polychromes qui servait d'atelier d'artiste à l'une de ses belles-filles, Georges Achille Fould, élève du peintre Roy-Bey. La seconde belle-fille du prince Stirbet, Consuelo, a elle aussi bénéficié d'un atelier d'artiste prestigieux dans un autre bâtiment de l'exposition universelle de 1878, également installé dans le parc de Bécon, le pavillon Suède-Norvège, qui abrite aujourd'hui le musée Roy-Bey-Fould. Le pavillon des Indes devient la propriété de la ville de Courbevoie en 1951, en même temps que le parc de Bécon. Dès lors, les vicissitudes du temps ont malmené l'édifice qui s'est fragilisé considérablement ces dernières décennies. Devenu incontournable, sa réhabilitation a été décidée par Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, en accord avec le conseil municipal. Pourquoi réhabiliter le pavillon des Indes maintenant? Tout simplement parce que nous souhaitions trouver un projet. Et ce projet, nous nous sommes rapprochés de l'École nationale des beaux-arts de Paris et nous leur avons proposé de nous désigner par jury un sculpteur qui aura sa résidence pendant 18 mois dans notre ville. Pourquoi la sculpture? Parce que Carpeaux a terminé sa vie à Courbevoie et la ville souhaitait lui rendre hommage. C'est Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, qui a été désigné pour redonner vie au pavillon des Indes. Une restauration qui s'annonçait complexe de par son état de délabrement avancé, mais aussi par la nature unique du bâtiment lui-même. C'est un projet très compliqué au niveau technique. Vous voyez l'état dans lequel est le bâtiment, sa partie en bois en tout cas, donc c'est complexe et finalement aussi c'est un bâtiment qui est lui-même complexe parce que c'est un bâtiment à 2 visages. Il a à la fois sur le boulevard de Saint-Denis en fait une façade je dirais en briques un petit peu d'un pavillon des années 20 et puis il a ce belvédère en bois qui est tout à fait curieusement construit parce que justement c'est les vestiges du pavillon indien. Donc ce sont des modes de construction auxquels on n'a pas tout à fait l'habitude. À l'intérieur, tout est en marqueterie, tout est très délicat et c'est donc un lieu qui est difficile à réutiliser et qui doit être donc considéré pour lui-même. Dans le cas du pavillon des Indes, le terme de restauration est davantage adapté que celui de rénovation, car chaque élément de sa structure, de sa parure, constitue un fragment à la fois d'art et d'histoire. Il ne faut pas oublier que cet édifice date du XIXe siècle. Et pour lui redonner son aspect initial, seuls des artisans utilisant un savoir-faire et des outils souvent similaires à ceux de l'époque pouvaient rendre tout son éclat à ce véritable bijou architectural. Après de nombreuses recherches historiques et des études poussées, les travaux ont pu être lancés début 2012. Sur le chantier, c'est l'entreprise Degen, spécialisée dans la restauration des monuments historiques et qui s'est chargée notamment des rénovations sur la partie en briques, qui a été présente du début jusqu'à la fin pour assurer la parfaite coordination des travaux. Ce chantier est simple et compliqué en même temps. Simple parce qu'on est préparé à ce genre d'intervention, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et compliqué parce qu'il faut s'adapter. S'adapter, on est 9 lots quand même sur cette opération. Chaque intervention dépend de l'autre et on est forcé, on est un peu le pivot de cette opération, on est forcé d'accompagner et de s'adapter avec les demandes des uns et des autres. Également très actifs durant une large partie du chantier, les charpentiers et les menuisiers. Le pavillon des Indes étant principalement en bois, leur rôle a été primordial car la structure avait énormément souffert des affres du temps au point de s'affaisser de plusieurs centimètres. La priorité était donc de tout remettre à niveau sans abîmer davantage l'édifice qui menaçait de s'écrouler. Une véritable prouesse technique. Tout ça c'était affaissé de 20 cm. On était 20 cm plus bas aussi, donc on s'était déjà étayé quand on est arrivé. C'était pour éviter que tout s'effondre. J'ai repris les témoins qui étaient sur place et je l'ai consolidé en allant chercher juste au sol pour s'assurer qu'il a plu au sol, hein, parce qu'il ne s'agit pas de, quand on lève d'un côté, de faire descendre de l'autre. Hein. Donc là, on est revenu quasiment de niveau. On a remonté 10 cm là
et 20 cm ici. Cette intervention délicate et essentielle assurée, charpentiers et menuisiers ont pu s'atteler à leur travail de restauration avec un seul dessein en tête, sauvegarder le maximum d'éléments d'origine. Une opération pointue et méthodique qui demande patience, dextérité et une excellente connaissance du matériau dominant, le bois. Ça, on refait à l'identique, tout à fait. Mais donc en essayant de garder le maximum de bois qui a son histoire. Hein. Il y a des pièces, on a juste tourné. Comme cette partie-là était derrière, elle était protégée. Donc on a restauré un peu derrière, on a tourné, et comme ça on a la pièce d'origine avec la polychromie d'origine. Comme ça on n'a rien changé. Après c'est de la patience, il faut bien numéroter tout, il faut bien tout ranger. Et après donc on arrive à ce résultat-là. Évoquant irrésistiblement le Taj Mahal de par ses origines indiennes, le toit constitue l'un des éléments les plus remarquables du pavillon des Indes. Et pour le remettre en état, les couvreurs-zingueurs sont entrés en action après le passage des charpentiers sur la toiture, avec comme pour ces derniers un savoir-faire indéniable, l'amour du travail bien fait et une pointe d'innovation. Là, la première étape, c'est ça, c'est le voligeage. Donc on refait tout un plancher qui va nous permettre après donc, de pouvoir poser les feuilles dessus. On a restauré les bulbes, on les a replâtrés. Donc on a réparé les fissures, on a rebouché, enfin bref, on les a remis en état. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a pu commencer à couvrir les différentes facettes. Moi, j'ai des principes que j'ai découverts en étant à l'étranger, que j'ai mis en place ici. Par exemple, pour créer tous mes relevés autour des bulbes, pour faire quelque chose de vraiment esthétique, de manière à ce qu'on ne voie pas de soudure. Donc voilà, bon, j'ai mes petites techniques, c'est des agrafures qu'on fait, si vous voulez, c'est agrafé par derrière, contre-soudé. Donc voilà, vous avez alors à part celle du milieu, bien entendu, qui est la jonction des deux bacs, hein, tout le reste, vous ne voyez pas de soudure sur la bande qui contourne. Donc ça fait un peu plus propre quand même, c'est plus esthétique. L'ensemble des travaux de toiture ont été réalisés avec des outils qui n'ont finalement pas réellement changé en plusieurs siècles. On a quelques outils dans notre métier qui se sont modernisés, mais en général, on a vraiment toujours un peu les mêmes outils depuis très longtemps, on va dire. Hein. Nos outils n'ont pas trop évolué, puis là, pour ce genre de travaux, c'est très bien, puisque c'est le même geste, c'est le même travail, donc tout va bien. Le terrain est fin prêt pour qu'interviennent les doreurs. Ils vont habiller finement et joliment les bulbes ornant la toiture du pavillon des Indes avec le métal précieux par excellence, l'or, qui se révèle à la fois inaltérable et inoxydable. Et pour l'appliquer sur les 7 dômes qui trustent le toit, il est indispensable de recouvrir ceux-ci d'une préparation particulière afin de permettre alors d'adhérer parfaitement aux parois. Reste ensuite la délicate mais passionnante opération de l'application des minces feuilles d'or, l'un des métaux les plus malléables et le plus ductile, selon un procédé bien spécifique. C'est l'occasion de mettre en œuvre une technique un peu particulière qui est la dorure directement au carnet et en damier. On commence par tracer une ligne de sol à l'équateur et on va poser à peu près 6 rangs de haut pour commencer. Et après, on va partir en fuseau pour que ça se rejoigne proprement au sommet. Alors qu'en bas, c'est beaucoup plus instinctif, c'est cadencé, c'est rythmé parce qu'en fait, la pose se fait directement depuis le carnet. On prend le carnet, on l'ouvre et on plaque un bout et on le déroule et avec les 2 autres doigts, on applique la feuille. On pose très rapide et ensuite vient le moment pour appuyer où on appuie vraiment avec un pinceau très doux. Hein. L'idée, c'est que la surface soit la plus lisse possible en fait. Autre métier qui demande habileté, patience et expérience, c'est celui du peintre. C'est lui qui va redonner ses teintes d'origine à l'édifice. Un travail de recherche approfondi sur le bois qui compose le pavillon a permis de dégager une formule quasi identique à celle qui recouvrait le bâtiment en 1878. Une peinture à base d'huile de lin pour l'intérieur, à laquelle on ajoute de l'huile de noix pour une protection accrue des parties extérieures. Le reste est une question d'outils et de coups de main. Nous, on travaille essentiellement à la main. On travaille beaucoup au spalter, à la brosse. Parce qu'on travaille justement, on nourrit le bois, on vient au cœur du bois, ça permet de laisser le temps à la peinture de pénétrer le bois et puis on travaille beaucoup au geste, c'est-à-dire qu'on va suivre le bois, on va suivre les veinages et ça va redessiner aussi la structure du bâtiment. Et on reste sur ces techniques-là, sur des techniques qui sont plutôt anciennes et éprouvées. Dans le même registre pictural, la restauration des œuvres graphiques est un exercice qui requiert délicatesse et minutie. Exemple avec une toile qui se trouve sur l'un des plafonds du premier étage du pavillon.
Celle-ci, très détériorée, a dû être déposée et restaurée en atelier. Ultime étape indispensable après sa réinstallation au sein du pavillon, les travaux de retouche. Particularité, ils sont réalisés par 2 restaurateurs, mais un seul se retrouve le pinceau à la main, le second remplissant une toute autre mission. Ces carrés-là, il a des bords très, très sombres. Oui. Donc ça fait vraiment un déséquilibre. On essaie de travailler par 2, ce qui permet de pouvoir tourner autour de l'œuvre alors qu'une personne est en train de retoucher sur place. Donc là, moi, j'étais perchée sur l'échafaudage pour pouvoir faire les retouches ponctuelles qu'on m'indiquait du bas. Et essayer de patiner la feuille neuve qui serait sinon beaucoup trop brillante par rapport à l'ancienne. C'est extrêmement subtil au niveau de l'ajout et on y va progressivement. Paysagistes, maçons, architectes, très nombreux sont les hommes et les femmes de talent qui sont intervenus sur ce chantier du pavillon des Indes. Des ouvriers, des artisans qui ont pris un réel plaisir à exercer leur savoir-faire sur ce bâtiment chargé d'histoire et d'émotion. Ça reste toujours du bâtiment avec toutes ses normes et toutes ses contraintes. Et c'est un peu de l'artistique parce qu'il y a de la sculpture, il y a de la pierre de taille. C'est des métiers très rares et très artistiques. C'est un super petit chantier, c'est plein de petites parties de recoins, de coupures. Bon, puis il y a les bulbes qui sont magnifiques. Bon, c'est un super petit travail, ouais. C'est valorisant, c'est du bénéfice. Ouais. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à faire ça dans ce sens-là aussi. Ouais. En dehors de ce que ce bâtiment représente aussi, parce que se dire que c'est un bâtiment qui était à l'exposition universelle, avec tous les savoir-faire de l'époque, enfin, c'est enrichissant sur plein de domaines, quoi. Comme l'évoquait Jacques Kosowski, la restauration du pavillon des Indes était liée à un projet concret. Celui-ci avait 2 objectifs. Valoriser et sauver ce patrimoine unique pour le rouvrir sur la ville, mais également le faire revivre en y intégrant un sculpteur en résidence. Ainsi, le pavillon des Indes a retrouvé sa vocation d'origine. Ce projet a vu le jour grâce au partenariat signé avec l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui permet, par voie de concours aux jeunes sculpteurs diplômés, d'entrer en résidence pour 18 mois au pavillon des Indes. Ça correspond d'une certaine manière à ce qu'un artiste peut faire dans une ville aujourd'hui. Je crois que c'est un lieu absolument parfait pour une résidence de ce type. On a un léger décalage, on a une sorte d'exotisme évident, mais en même temps, on est au cœur en fait, d'une municipalité. Et ce qu'on attend d'un jeune artiste qui travaille ici pendant 18 mois, c'est précisément de s'intégrer dans un tissu urbain, de comprendre un contexte, de rencontrer des acteurs de Courbevoie. Et justement, le sculpteur échangera avec les Courbevoisiens par le biais de rencontres, d'ateliers et d'expositions. Outre la résidence d'artistes, le pavillon en bois présente une exposition permanente retraçant l'histoire du pavillon des Indes et du parc de Bécon. Des expositions temporaires seront également organisées pour présenter le travail de l'artiste. Le pavillon des Indes, aujourd'hui complètement et magnifiquement restauré, peut à présent de nouveau raconter son histoire et par là même celle de Courbevoie.